Il faut quand même se rendre compte que là, à un moment donné, on est agressé par des gens qui font qu'avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on aurait les mains attachées dans le dos pendant qu'ils nous attaquent. Il va falloir se rendre compte de ça et il va falloir se rendre compte qu'on est attaqué et qu'il faut se défendre. Face à nous, je dirais une tentative d'ingénierie sociétale qui vise à transformer de manière lente, mais vraiment radicale, la manière dont fonctionnent nos sociétés, par l'introduction progressive des règles de la charia. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que ces problèmes-là resteraient en Europe, vu que je me disais, bon, c'est vrai que les Français et les Anglais sont pris avec des problèmes d'immigration, mais c'est des problèmes d'immigration des anciennes colonies. Comme les Anglais et les Français ont eu des colonies qu'ils ont exploitées pendant longtemps, si en retour les gens des anciennes colonies viennent habiter chez eux, ils se sont un peu attirés ces problèmes-là. Je n'étais pas réjoui de ça, mais d'un autre côté, je me disais, ça ne nous concerne pas, vu qu'on n'a pas d'anciennes colonies. Or, quand j'ai travaillé en Afrique, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, les gens des musulmans noirs venaient me dire, mais très ouvertement et très sérieusement et même sans agressivité, écoute, on est en guerre contre vous, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'admettre, mais on est en guerre contre vous et on va gagner et vous allez payer. Et c'est le type de discours qu'on me tenait, même à un moment donné, et c'est une anecdote amusante, parce qu'à un moment donné, je disais, c'est vous dire que les conversations restaient quand même aimables, même si le message était finalement dangereux, mais je disais à ces gens-là, mais écoutez, je suis ici avec une employée des Nations Unies qui est finlandaise, moi je suis canadien, vous allez tout de même pas me dire qu'on avait des colonies ici en Afrique. Et là, on me répond, non, mais vous allez payer pour les autres. À partir du moment où on sort du déni de réalité dans lequel sont enferrées nos sociétés, c'est-à-dire que ce déni de réalité qui refuse de considérer la nature des activités des propagandistes de la charia, nature qui est éminemment politique, et qui est bien sûr religieuse, mais qui est aussi politique, et qui est indissolublement politique, et qui est liée à l'instauration d'un système totalitaire régi par les règles de la charia. À partir du moment où on décide d'ouvrir les yeux et de constater tout simplement la réalité, c'est-à-dire l'islam est une religion politique, et les gens qui font la promotion de la charia sont des activistes politiques subversifs, totalitaires. À partir du moment où on ouvre les yeux et qu'on voit cette réalité, on ne peut que réagir démocratiquement en disant ceci n'est pas possible, la société démocratique doit se défendre contre ces activités. Ce n'est pas un appel à la violence, il s'agit simplement de défendre ses droits, défendre son territoire et prendre des mesures, prendre des lois et des règlements que tous devront respecter de la même façon. Il faut bien voir que les musulmans intégristes et les musulmans de façon générale ne veulent pas entendre parler de Déclaration universelle des droits de l'homme, sauf quand ils peuvent utiliser ça comme munition contre nous. Les pays arabes ont adopté une déclaration des droits de l'homme qui plaçait la charia au-dessus de la Charte des droits de l'homme et ils ne reconnaissent pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'OCI a mis en place une déclaration qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui est une déclaration des droits de l'homme fondée sur la charia. Fondée sur la charia. Et limitée par la charia. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une déclaration qui est, je dirais, l'antithèse de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, sur laquelle nous fonctionnons, société démocratique fonctionnons. Donc les sociétés qui ont mis en place la Charte des droits de l'homme en islam, donc connue sous le nom de Déclaration du Caire, refusent l'application des droits de l'homme et restreignent l'application des droits de l'homme à l'application de la charia. C'est-à-dire, en gros, voilà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment que c'est la charia. Tout pays qui est signataire de la Déclaration du Caire doivent être considérés comme des gens qui refusent l'application des droits de l'homme, sont des ennemis des droits de l'homme. Il est donc bien évident qu'il faut arrêter de discuter des droits de l'homme avec des ennemis des droits de l'homme. It is no longer permissible
Il est devenu impossible de critiquer certains aspects de la charia ou de l'islam au sein du Conseil. You have the floor, sir. Mr. President, it is difficult to see how the Cairo Declaration can be considered complementary to the 1948 Universal Declaration. It makes no reference to the Universal Declaration. I have to interrupt you, sir, again. We have 2 points of order from the distinguished representative of Pakistan and then from the distinguished representative of Egypt. You have the floor, distinguished representative of Pakistan. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. President, we are not discussing here the Islamic Sharia. It's a controversial subject to discuss it over here. Sharia is not under discussion here, and I don't think it is a universal document that should be discussed in the Human Rights Council. Ils se réclament d'une vision des droits de l'homme basée sur la charia, mais nous ne pouvons même pas en parler. Donc nous ne pouvons pas attirer l'attention du Conseil sur le décalage flagrant qui existe entre la charia, qui permet par exemple de lapider une femme à mort, et la déclaration universelle. C'est le type de censure qui s'est abattu sur le Conseil. The accusation of Islamophobia is now widely used as an ad hominem weapon to silence opponents by equating any criticism of Islam with racism. Point of order, sir. I give the floor to the distinguished representative of Egypt. Mr. President, every time I listen to statements by this organization, I wonder what kind of ethics they are promoting. Every statement is an incitement of hatred. Every statement is promoting hatred. What is the value? Les règles de la charia qui sont promues par l'OCI sont évidemment, je dis évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, mais il faut le savoir, sont incompatibles avec les principes et les règles de la démocratie et de toute civilisation qui fait la promotion des libertés individuelles. Le processus d'Istanbul n'est qu'un des avatars des tentatives de restriction de la liberté d'expression, en ce qui concerne l'islam encore une fois, et qui vise par différents biais à faire taire toute critique sur le système sociétal lié à la charia, qu'on veut nous imposer, que l'OCI veut nous imposer. Nous, société démocratique, devons refuser de collaborer à ce processus d'Istanbul, qui est un processus liberticide. Nous devons arrêter de discuter avec les ennemis de la démocratie de la manière dont fonctionne la démocratie dans nos pays. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter d'acheter leur pétrole, que nous devons arrêter d'avoir des relations diplomatiques, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut arrêter de discuter des droits de l'homme avec des gens qui sont des ennemis des droits de l'homme. Les musulmans intégristes sont très revendicateurs et sont très hostiles aux infidèles. Ils se gênent pas pour le dire. Et ça, c'est inutile de penser qu'ils vont nous aimer. Ce n'est pas ça qu'on leur apprend, ce n'est pas ça qu'ils croient, et c'est leur foi qui est en jeu, qui est en ligne de compte, et par conséquent, il faut tenir compte de ça, et il faut voir jusqu'où ça peut aller. Les intégristes et les intégristes dangereux se cachent, bien entendu, derrière d'autres musulmans qui, eux, ne sont pas du tout d'accord et qui, bien souvent, ont été les premières victimes des intégristes. Il faut pas oublier ça. Les musulmans qui sont modernes, si on peut les appeler comme ça, on pourrait trouver un qualificatif. J'essaie d'en trouver un qui ne soit pas négatif pour les autres, puis trop positif pour l'autre, mais il faut faire un choix là-dedans. Mettons des musulmans que je qualifierais de modernes. Si on prend ces musulmans-là, qui ont, par exemple, assuré le transfert de toute la culture, une grande partie de la culture qu'on connaît en Occident maintenant, pendant des centaines d'années, ces gens-là représentaient le pouvoir musulman, mais malheureusement, ils ont été évincés par des groupes très militants et très dangereux. Et ça, on le voit partout, mais partout à travers le monde, pas seulement en Europe, pas seulement qu'en France ou aux États-Unis, partout à travers le monde. Et ça commence maintenant ici, où vous avez toutes sortes d'incidents très simples qui tiennent parfois de la caricature. Par exemple, récemment, il y a un de mes amis qui est allé marcher sur Jean Talon avec sa petite amie qui est arabe et musulmane, je crois, mais je n'ai pas posé la question.
Et il voulait arrêter dans un café, puis elle lui dit ah non, pas ici, pas ici. Alors il continue un peu plus loin, il va arrêter dans un autre café, il lui dit non, pas ici, ça va pas. Et finalement, il lui a demandé pourquoi elle voulait pas s'arrêter dans ce café-là, et elle lui dit mais parce que c'est des cafés tenus par des musulmans intégristes qui ne veulent pas servir de femmes, ils viendront pas nous servir et ça va faire une esclandre dans le café, j'ai pas envie de ça. Mais quand on est rendu à Montréal à se poser ces questions-là, à prendre des décisions comme ça, à choisir ou à décider qu'on ne peut pas rentrer dans un café parce que par choix religieux on ne vous servira pas, on n'est pas en train de parler de Québécois qui refusent servir à des femmes voilées. On est en train de parler d'immigrants qui arrivent chez vous et qui vous imposent des mesures semblables. C'est inadmissible, c'est inacceptable et il faut le dire clairement. Le plus grand tort qu'on a, je pense, c'est de ne pas s'être donné des règles claires et précises. La chose préalable, déjà, c'est d'arrêter, c'est que nous, gouvernements et les sociétés, et la société civile en général, dans nos sociétés, arrêtent de discuter avec les ennemis de la démocratie sur la manière dont fonctionne la démocratie. La société démocratique est basée de toute manière sur la liberté d'expression. C'est vraiment le fondamental de toute société démocratique, la liberté d'expression et les droits de l'homme. J'ai vu, moi, l'évolution, par exemple, en Thaïlande. Je vais en Thaïlande depuis 40 ans. J'ai travaillé là-bas à plusieurs reprises à divers titres. J'enseignais à l'université. Et je peux vous assurer qu'en Thaïlande, il y a 40 ans, justement 30-40 ans, mon Dieu, il y avait des musulmans avec qui on pouvait fonctionner très bien sans problème, mais que les revendications, maintenant d'abord il y a eu une multiplication des mosquées, les revendications sont devenues très vives, et maintenant, surtout dans le sud de la Thaïlande, il y a des attentats terroristes régulièrement, et non seulement ça, ce qui est très important, on le voit très très bien en Thaïlande, ou c'est peut-être parce que je connais mieux cet exemple-là, mais en plus des attentats terroristes, des attentats à la bombe dans les autobus scolaires, par exemple, c'est presque très souvent les écoles qui sont visées et les écoles et les professeurs. Les terroristes vont tuer les professeurs à la sortie des écoles ou même chez eux le matin lorsqu'ils quittent pour aller à leur école et c'est parce que on veut maintenir les enfants dans l'ignorance, surtout les filles évidemment. Et il faut dénoncer ça, et il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas des catholiques qui font ça, ce n'est pas des protestants, ce n'est pas des juifs, ce sont des musulmans, et c'est des musulmans intégristes, et c'est inutile de faire les autruches et de penser que ça n'est pas vrai, que ça n'existe pas, ou de faire comme si tout le monde était également responsable ou avait également la même approche. C'est faux. Vous avez des gens qui sont en guerre, qui se considèrent en guerre, et ces gens-là agissent en conséquence, et il va falloir que nous aussi on agisse en conséquence. Encore une fois, ce n'est pas un appel à la violence, on peut adopter des lois et des règlements et les faire respecter, et normalement ça devrait suffire. Mais d'un autre côté, si on n'adopte pas de lois et de règlements, si on ne fait pas de discussion sur le type d'immigrants qu'on veut et le nombre d'immigrants qu'on veut ici, c'est entendu qu'on s'en va vers énormément de violence, qu'on le veuille ou non. On va vivre cette violence-là très bientôt, j'en suis convaincu.